Bonjour Maître Leguevac. Bonjour. Alors, vous êtes venu aujourd'hui défendre les quelques plaignants. Il y avait combien de personnes aujourd'hui? 77 personnes en Ariège. D'accord, En fait, c'est plus que l'Ariège, puisqu'il y a aussi des personnes du sud de la Haute-Garonne et du Gers. Puisque d'accord, vous savez que nous avons fait un découpage qui suit celui choisi par Enedis dans d'accord, sa gestion du réseau. d'accord. Donc en pratique, vous êtes venu donc aujourd'hui au TGI deux fois et vous avez donc plaidé contre Maître Piquemal, défenseur d'Enedis donc. En effet, D'accord, celui que nous avions à Toulouse et à Bordeaux déjà. d'accord. Toulouse et Bordeaux, vous citez en particulier ces tribunaux. Pourquoi exactement? Parce que ce sont les deux juridictions qui, pour le moment, nous ont écoutés, entendus et nous ont donné plus ou moins raison. En D'accord. tout cas, pour les personnes électrosensibles, ils ont tenu compte des certificats médicaux communiqués et ont décidé de les protéger à Toulouse de manière forte en interdisant l'installation du Linky ou en demandant le retrait des Linky installés. Et c'est D'accord. en cours de réalisation pour les personnes concernées. Mhm. Et à Bordeaux, en imposant à Enedis de poser des filtres pour empêcher la pollution électromagnétique. D'accord, donc ils ont pris en compte le fait que le système Linky avec le CPL qui circulerait dans les câbles en permanence, Exact. eh bien, pourrait poser un problème pour la santé, ce qui est une grande première. C'était en effet une première victoire. Maintenant, il reste à transformer l'essai, comme on dit à Toulouse, devant la cour d'appel, Mhm, qui va statuer, je crois, fin juin, début juillet. mhm. On verra bien, mais nous sommes sereins, puisque nous avons des arguments à la fois forts en droit et en matière scientifique. D'accord, d'accord. Disons, que pensez-vous des arguments de Maître Piquemal qui qualifie cette décision de ridicule Je ne commente pas les arguments de mes adversaires. D'accord, c'est sage, effectivement. Je laisse les juridictions travailler en paix. Mhm. Je pars du principe que chaque juridiction est indépendante, que chaque magistrat est impartial. Chaque magistrat est assez intelligent pour faire sa propre religion sur un dossier, comme on dit dans notre vieux langage. Mhm. Et donc, il a suffisamment d'éléments. À chaque fois, nous avons communiqué des pièces, des vidéos, des documents qui permettent de constater que ce qu'on annonce, ce qu'on plaide, ce n'est pas simplement des arguments, des effets de manche, mais aussi une réalité et que ça repose sur des analyses sérieuses. Alors effectivement, moi j'étais dans la salle aussi, j'ai pu assister donc à votre plaidoirie et à celle de Maître Piquemal notamment. Quand il dit par exemple que le CPL est utilisé depuis 60 ans et qu'il donc le courant porteur en ligne qui va être utilisé avec le compteur Linky, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est très rassurant justement pour les personnes ou pas? C'est encore une fois prendre les citoyens pour des imbéciles et la justice pour une niaise. D'accord. C'est-à-dire que peut-être que 2 fois par jour, avec le changement d'heure, heure creuse, heure pleine, il y avait des échanges CPL qui pouvaient être réalisés entre le domicile et le réseau électrique. Mais là, on ne parle pas du tout de la même chose. On a en permanence, 24 heures sur 24, un courant porteur en ligne qui circule dans le réseau. Et cette circulation dans les fils électriques génère un champ électromagnétique supplémentaire, ce qu'on appellerait une espèce de nuage électromagnétique ou de brouillard électromagnétique. Et c'est justement en raison de ce supplément d'ondes qui sont rajoutés dans les habitations qu'un certain nombre de personnes qui sont sensibles ou électrosensibles ne supportent plus de rester ou deviennent électrosensibles, comme le cas ici précisément, on a un couple qui tous les deux sont devenus électrosensibles du jour au lendemain. Après la pause du Linky. La pause immédiate, c'est-à-dire que dans la nuit, ils se sont sentis mal, ils ont eu des troubles du sommeil, des maux de tête, etc. Alors qu'avant, et ça faisait déjà des dizaines d'années qu'ils habitaient dans leur maison, ils n'avaient jamais eu de problème. Ouais. Donc là, contrairement à ce qu'a plaidé mon confrère, on avait vraiment une relation de cause à effet. Tout va bien avant, on installe, tout va mal. Et là, c'est un élément suffisant, me semble-t-il, pour montrer qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, pas pour toutes, un problème de santé. Et visiblement, votre confrère disait qu'il faudrait que les personnes électrosensibles qui demandent à ne pas avoir le Linky prouvent qu'elles n'ont aucune autre source de pollution électromagnétique dans la maison. Il a cité quelques exemples comme une box, un portable, le babyphone, etc. Mais donc, comme il a cité également les plaques à induction, un certain nombre d'appareils électroménagers divers et variés, en fait, il faudrait que les gens vivent sans électricité déjà, et pour avoir le droit de ne pas avoir de Linky finalement. Même pas au camping, peut-être dans une grotte et encore. Voilà, mais il y en a qui sont dans des grottes. Je sais bien, c'est voilà, pour ça que voilà. je fais Non, mais allusion. soyons clairs, on parle de personnes qui voudraient quand même pouvoir vivre une vie normale, mais sans qu'on leur impose une source supplémentaire, 24 heures sur 24, comme vous le disiez, de pollution qui, évidemment, ne correspond pas simplement à une plaque à induction, mais quelque chose qui peut être au contact toute la journée et toute la nuit. La grande différence de la plaque à induction ou n'importe quel autre appareil électrique, c'est que vous êtes maître de le mettre
en état de fonctionnement ou de l'arrêter. Exactement. Première chose. Et deuxième chose, c'est que ce n'est pas permanent. Vous passez Là, pas votre vie à côté de votre plaque à induction. Oui. ou même d'autres micro-ondes. Donc, alors que le Linky, lorsqu'il est chez vous, il est chez vous en permanence, il émet en permanence et il vous met dans cette fameuse nébuleuse électromagnétique que j'évoquais tout à l'heure en permanence. Tout à Et justement, c'est cette exposition permanente fait. qui peut être source de dommages parce qu'il y a une espèce d'accumulation, de perturbation qui se fait et qui vient gêner les résidents. Tout à fait. Et puis il y a un autre élément, de quel droit Enedis se permet-elle de venir vérifier comment on vit? C'est pas son rôle. Exactement. Elle est simplement distributeur d'électricité et elle doit donner une électricité à tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelles soient leurs ressources, quel que soit leur état de santé, et une électricité qu'on appellera propre, c'est-à-dire qui ne soit pas polluée par des systèmes électromagnétiques qui dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, peuvent générer des troubles médicalement, et ça c'est important, médicalement constatés. Tout à fait, très bien. Et effectivement, vous avez également plaidé concernant l'aspect vie privée, donc Oui. les données qui seraient récoltées. Enedis serait un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs, d'après le journal du net. Vous avez évoqué d'autres éléments, je Il crois. n'y a pas que le journal du net, il y a aussi les revendications de Enedis elle-même devant les marchés financiers qui expliquent qu'ils veulent devenir aussi des acteurs majeurs du big data, des courtiers en données. Et j'ai trouvé une formule que j'aime bien. Les personnes qui ne veulent pas devenir de la chair à data. Oui, tout à fait. De la chair à data d'Enedis. Ils veulent préserver leurs conditions de vie. Ils veulent pas qu'on sache s'ils se lèvent la nuit pour aller regarder la télé ou faire autre chose. Ou comme vous le disiez, 3 fois par jour quand on est un homme de plus de 50 ans, voilà, 3 fois par nuit. Je cite souvent 2 exemples, puisque je plaide avec un jeune confrère qui va bientôt être papa. Quand il va se lever la nuit pour faire chauffer le biberon, soit au chauffe-biberon, soit au micro-ondes, on va avoir une information, parce qu'on saura que c'est un chauffe-biberon qui fonctionne, donc on pourra se dire qu'il est arrivé à un jeune enfant, ce qui peut intéresser un certain nombre d'entreprises pour proposer des services divers et variés. Et comme moi j'ai plus de 50 ans et qu'il m'arrive de me lever parfois plusieurs fois de la nuit, peut-être que des assurances obsèques vont penser que je suis proche de votre fin, de ma fin, et donc on me proposera des services dont je n'ai nullement besoin, fort heureusement. Ou des éléments pour la prostate. Des pilules. On rentre vraiment dans l'intime avec ce système. C'est vrai qu'en pistant tous les usages électriques des personnes, on peut vraiment en savoir très long. Et si je vous citais cet article du journal du net de tout à l'heure, là, effectivement, c'est parce que c'est le directeur d'Enedis, Monsieur Philippe Monloubou, qui était interviewé par le journal du net. Donc ça, c'était le 11 juillet 2017. Voilà, à 17. En 2017, oui, tout à fait. Et donc 11 juillet 2017, et donc ça titrait effectivement Enedis est un opérateur de big data qui gère bientôt 35 millions de capteurs. Et c'était une citation. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que. Je le retiens, j'utiliserai la prochaine fois. Voilà, je pense qu'effectivement, quand on nous dit, mais voyons, on n'est qu'un distributeur d'électricité, nous n'avons aucun objectif, et vous pouvez cocher la petite case, et forcément, on ne récoltera pas vos données. Je pense que quand on a 35 millions de capteurs, on veut les rentabiliser, et surtout quand on les appelle comme ça, on sait qu'ils vont récolter. Ils sont déjà rentables, puisque de toute façon, ça c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais l'installation des Linky coûtera entre 5 et 7 milliards d'euros. Bien évidemment, prélevé sur nos factures. Voilà, bien évidemment, ce n'est ni l'État ni EDF qui va payer, ce sont les consommateurs, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Il y aura juste une petite ligne presque invisible qui va apparaître sur la facture. Elle sera minime. Un petit euro par-ci, un petit euro par-là, mais en fin de compte, ça fera une jolie pelote de 5 milliards pour l'industrie électrique. Tout à fait, comme dénoncé d'ailleurs par la Cour des comptes dans son rapport en février 2018. Effectivement, maître. Donc, concernant finalement ces besoins que certains ont d'affirmer par la justice leur droit au refus, finalement, vous avez rappelé que dans la loi de transition énergétique, il n'y avait pas d'obligation pour l'usager d'accepter, contrairement à ce que Enedis affirme, et y compris au niveau de l'obligation, soi-disant, que ferait l'Europe à la France de déployer 100% des compteurs. Vous avez battu en brèche cette affirmation. On est allé juste lire des textes, et la directive dont tout le monde se gargarise dit d'abord que le système d'installation des compteurs dits intelligents est prévu dans le respect du libre choix des consommateurs. Donc déjà, il faut en tenir compte. Ensuite, vous venez de le rappeler, on ne demande pas aux distributeurs de couvrir 100% du marché, mais simplement 80%, ce qui laisse quand même une marge de manœuvre relativement conséquente
puisque à ma connaissance, il doit y avoir simplement 1 à 3% des personnes qui ne souhaiteraient pas avoir le Linky chez elles. C'est difficile à quantifier. C'est quantifié, mais bon, entre 1 et 3%. On est dans les 20% en tout cas, ou en dessous. On est très en deçà des 1%, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les 5000 demandeurs de l'action collective, nous représentons à peine 0,014%. Oui. Donc c'est pas ça qui va gêner Enedis, et pourtant, Enedis refuse de faire preuve d'écoute, d'humanité, et ne tient pas du tout compte des demandes répétées qu'elle reçoit, et continue à avancer au bulldozer, sans qu'on comprenne bien la raison pour laquelle elle fait tout ça. Éviter de faire un précédent, sans doute. Oui, mais bon, même s'il y avait 1% de la population qui refusait le Linky, ils auraient des informations sur 99% des compteurs installés. Ça suffit pour rentabiliser le système. Bien, peut-être que justement c'est un signe qu'il y a beaucoup plus de refusants entre guillemets que cela, et que donc il faut éviter de leur donner de l'espoir ou des grains à moudre justement, et qu'on évite de mettre le doigt dans l'engrenage, parce que sinon on y passera tout le bras. C'est possible. Peut-être, alors je suis un combattant de l'espoir. Exactement, nous le sommes tous, et merci encore d'être venu défendre les plaignants aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt, Maître Leguevac. Au revoir.